Au premier 13h du mois de mai, j'ai le plaisir de vous le présenter et voici les titres. 400 appels de dénonciation de violences basées sur le genre. 2 mois après le lancement du numéro vert, le centre de prise en charge des victimes a été visité hier par la ministre en charge de la femme. Face à l'histoire choquante de certaines pensionnaires, la ministre a fondu en larmes. Tout de suite, images et témoignages. La situation immobilière au Burkina Faso va de mal en pis. La coalition des associations pour la défense du droit au logement s'indigne contre la politique foncière actuelle. En conférence de presse, ils ont dénoncé le pillage des terres par les sociétés immobilières. Et puis, les Tchadiens vivant au Burkina manifestent contre la gestion de la transition par la junte militaire. Hier, devant leur ambassade, ils ont dénoncé un acte anticonstitutionnel. Bonjour à vous et merci de nous rejoindre. Nous sommes samedi 1er mai 2021 et c'est la journée internationale du travail. Comme chaque année, les travailleurs du Burkina Faso ont battu le macadam pour commémorer ce 132e anniversaire du sacrifice des ouvriers de Chicago qui ont bravé les forces de répression pour exiger la journée de travail de 8 heures. Les travailleurs regroupés au sein de l'unité d'action syndicale UAS ont remis leur plateforme revendicative au ministre de la fonction publique. Plateforme revendicative à transmettre au Premier ministre et qui comporte 29 points. On écoute le secrétaire général de l'Union syndicale des travailleurs du Burkina. Il est au micro de Maxime Jean-Eudes Bambara. La plateforme revendicative se traduit en 29 points qui sont les suivants. Le premier point, la mise en œuvre d'un véritable dialogue social qui implique la tenue régulière des cadres de dialogue social et l'implication des syndicats dans l'élaboration et l'adoption des textes qui régissent les travailleurs. Le respect et mise en œuvre des différents engagements pris par le gouvernement vis-à-vis des syndicats des travailleurs, dont ceux pris avec l'UAS. La finalisation et l'adoption du Code du travail. La signature et mise en œuvre de l'arrêté portant tarifs de transport pour agents publics affectés. Adoption des différents textes nécessaires à la mise en œuvre des élections professionnelles. Le relèvement du SMIC à au moins 60 000 francs. Le relèvement des salaires des travailleurs du privé. Le relèvement des pensions des retraités et la facilitation d'octroi de prêts en faveur des retraités à un taux d'intérêt de 2% au maximum. Monsieur le ministre, vous-même, vous êtes un potentiel retraité. La création d'une agence générale de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour aider à sauvegarder les intérêts de l'État, notamment par l'identification et la saisie des biens et fonds détournés. Baisse des prix des hydrocarbures. Révision de la structure des prix des hydrocarbures. Baisse des prix des produits de première nécessité et contrôle effectif des prix de la qualité des dits produits. Retour à l'ancien système de tarification appliqué par l'ONEA. Respect de la liberté syndicale, notamment des conventions 87 et 98. Arrêt des atteintes à la liberté syndicale et respect de la liberté de manifestation sur la voie publique. Sitting, meeting, marche et autres. Des plaintes sur des violences physiques, psychologiques, sexuelles, culturelles et économiques. Voici entre autres violences dénoncées par les femmes courant mars et fin avril 2021 au Burkina. Des violences qui ont poussé ces femmes à se réfugier au centre de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Elles étaient 30 et 9 ont retrouvé leur domicile après négociation. Les autres sont en quête de solutions. Hier, Marie-Laurence Ilboudo les a rencontrées. Face à leur histoire, la ministre n'a pas pu retenir ses larmes. Loubaki Mamitria Nakamabo. Elles sont mères, adolescentes, jeunes filles, victimes de violences basées sur le genre. Après avoir dénoncé ces abus à travers un numéro vert mis en place par le ministère en charge de la femme, ces femmes sont prises en charge dans ce centre de Bascoui. Visité ce 30 avril par la ministre en charge de la femme, certaines de ces victimes ont expliqué leur parcours. Des histoires qui ont suscité de vives émotions chez la ministre Marie-Laurence Ilboudo.
Nous allons continuer ce travail et dire que nous sommes sur la bonne voie pour qu'aujourd'hui nous arrivons à une société de paix stable. Il est important qu'on regarde ce secteur. Nous oublions ce facteur VBG qui incite, qui impacte les enfants, qui impacte les femmes, qui se radicalisent et au fur et à mesure que nous avançons, ces enfants qui ont vu leur mère victime de ces violences deviennent eux-mêmes acteurs de violence pour se venger. D'où la nécessité de regarder comment nous pouvons aller pour avoir une société plus apaisée. Souffrance et désespoir, ce sont les signes qu'on peut lire sur les visages de ces victimes. Mais depuis la mise en place de ce numéro vert, beaucoup d'entre elles retrouvent petit à petit la joie de vivre. Si tu ne veux pas marier nos frères là, c'est que la faim va te tuer ici. Je t'ai obligé de me donner à ce gars pour avoir mangé jusqu'à grossesse est venue. Quand grossesse est venue, là, le gars aussi dit, il ne peut pas aller m'accompagner chez moi, il était là traîné comme ça dans la rue. Quand je suis venue à ce socialisation, je si tu me vois, là, on dit là que je suis dans, je me retrouve pas, été perdu. Actuellement là, je cherche à rentrer à Côte d'Ivoire. Bon, je n'ai même pas de transport. Je vais rentrer à Côte d'Ivoire et mes enfants. Comme ils ont retrouvé mes enfants, me donner, je vais aller voir ma famille. Ce dispositif mis en place par le ministère en charge de la femme a permis d'enregistrer, moins de 2 mois après son lancement, plus de 400 appels téléphoniques. Je suis satisfaite des résultats de mes collaborateurs, satisfaite de la prise en charge, mais comme vous avez vu, il y a beaucoup de doléances, nous n'avons pas de ressources. La nécessité d'appel aux partenaires qui peuvent nous accompagner pour que nous ayons un budget conséquent pour cela. Ces victimes de plusieurs nationalités subissent de violences psychologiques, physiques, sexuelles et culturelles. Une fois arrivées dans ce centre, elles sont accueillies et suivies par une équipe pluridisciplinaire. Nous avons l'équipe psychosociale qui est composée de travailleurs sociaux qui accueillent ces victimes et les orientent. On peut également les héberger au sein du centre ici. Nous avons l'équipe médicale psychologique qui accompagne sur le volet sanitaire et le volet psychologique de ces pensionnaires. Il faut noter aussi que nous avons le service juridique et prévention qui assure les sorties terrain pour sauver certaines victimes dans les mains de leurs bourreaux. Depuis le lancement du numéro vert, 30 victimes ont été hébergées dans ce centre de Bascuit. 9 sont retournées en famille. Et à la date du 29 avril 2021, 21 victimes sont en attente d'une solution à leurs problèmes. Point de presse annuel sur le bilan de la campagne cotonnière. L'AICB, l'association interprofessionnelle du coton du Burkina, comme à l'accoutumée, a fait le point de la saison écoulée. C'était hier dans la matinée à la Maison du Coton et il ressort que le secteur du coton a été impacté par les crises économiques et sécuritaires. À l'occasion, l'association a pris de nouvelles décisions afin de réussir la campagne cotonnière 2021-2022 qui s'annonce. Fatima Tanikima. Il ressort de la déclaration liminaire de l'Association interprofessionnelle de coton du Burkina AICB que la production totale nationale était d'un peu plus de 490 000 tonnes de coton graines lors de la dernière campagne cotonnière. Une campagne marquée par des contraintes climatiques, socio-économiques et sécuritaires, des situations qui ont porté un coup aux objectifs initiaux de la campagne, selon le secrétaire général de l'AICB. Au terme de cette campagne 2020-2021, le volume de la production de coton conventionnel à l'échelle nationale est de 491 040 tonnes contre 458 726 tonnes pour la campagne devancière. Le rendement moyen est de 882 kg à l'hectare contre 793 kg à l'hectare pour la campagne écoulée. Les progrès enregistrés sont de 7% pour la production et plus 11% pour les rendements.
Pour la campagne cotonnière qui s'annonce, l'AICB compte poursuivre dans la mise en œuvre des recommandations sorties de son atelier national sur la relance durable de la production cotonnière au Burkina Faso. Il s'agit entre autres de mettre à la disposition des producteurs de coton des produits de traitement de qualité et en quantité, ainsi que des semences coton préalablement traitées. Des actions de portée significative seront menées au niveau de la formation des équipes d'appui conseil agricole et des producteurs, sans oublier les segments relatifs au suivi et à la maîtrise de la pression parasitaire. De même qu'en ce qui concerne la formation, la sensibilisation et l'information des producteurs, où, en plus des initiatives propres à chaque société cotonnière, une mutualisation de certaines démarches sera observée. Au titre de la campagne cotonnière 2021-2022, le prix du coton graine premier choix sera fixé à 270 francs CFA le kilogramme. Le coton graine deuxième choix à 245 francs CFA le kilogramme. Selon l'AICB, cela représente une hausse de 13% par rapport à la campagne précédente. L'objectif de production de la campagne cotonnière prochaine est aussi fixé à 627 000 tonnes de coton graine conventionnel et de 2500 tonnes pour le coton biologique et équitable. Dans le secteur de l'immobilier, la coalition des associations pour la défense du droit au logement CADDL a fait le point de la situation sur le front au niveau du logement. Elle accuse les sociétés immobilières de pillage de terres et ce avec la bénédiction de l'État. À l'occasion, elle a condamné la politique de restructuration et appelé à la promotion de logements décents pour tous. Sanata Siri. La crise foncière ne fait que s'aggraver au Burkina Faso, selon la coalition des associations pour la défense du droit au logement, CADDL. Le nombre des sociétés immobilières s'est accru ces 5 dernières années, avec des activités qui menacent la quiétude des populations vivant dans les zones périphériques, à en croire la CADDL. Aussi, les recommandations du rapport d'enquête parlementaire de 2016 sur le foncier qui avait relevé plus de 100 000 parcelles détournées connaissent un retard dans sa mise en œuvre. Valeur accordée aux propos du président de l'Assemblée nationale qui semblait se préoccuper du ravage foncier dans la périphérie de Ouagadougou, hypothéquant les chances d'avoir un site d'école ou de centre de santé, alors que depuis 5 ans, dort dans son tiroir le rapport d'enquête parlementaire de 2016. Pour avoir été premier vice-président de l'Assemblée nationale de 2015 à 2020, Monsieur le ministre Bénéwendé Stanislas Sankara se rendrait utile aux populations victimes de spoliation foncière en appliquant les recommandations contenues dans le rapport d'enquête parlementaire. Ne serait-ce que ça. Maintenant qu'il est devenu ministre, le rêve de M. Sankara est manifestement de museler et d'embrigader les organisations authentiques de défense du droit au logement. Pour la CADDL, la question du projet de restructuration dénommé ONI Habitat en phase d'opérationnalisation est hypothétique. Un projet qui consiste à créer des bidonvilles dans l'ensemble des 13 régions du Burkina Faso. Nous sommes tombés des nues quand nous avons regardé le document du projet dont la phase pilote est prévue pour Djikofé. Dans le contenu, c'est quoi? D'abord, pour ce qui concerne les espaces de vie, on dit qu'on va réduire la parcelle à 150 mètres carrés. 150 mètres carrés. Et en fait, ce qu'on va faire, on va transformer les zones non loties en bidonvilles. C'est écrit dans le document. Le principe même de créer un bidonville, des bidonvilles pour les populations, nous estimons que ce n'est pas des cadres de vie décents qu'on veut créer. Alors, ensuite, le financement. Vous savez, les parcelles avant, c'était au bas mot 240 mètres carrés. Aujourd'hui, on veut réduire à 150 mètres carrés, mais ça ne sera pas gratuit. Et celui qui ne pourra pas payer, qu'est-ce que le projet va faire de lui? La solution au problème du logement et du foncier, selon la coalition des associations pour la défense du droit au logement, est d'apporter des réponses favorables à sa plateforme revendicative. La CADDL appelle par ailleurs les populations des zones non loties à rejeter formellement la politique de restructuration qu'ils jugent antisociale. Elle exige également l'arrêt des actions des sociétés immobilières et prône pour la promotion des logements décents et accessibles aux populations des zones périphériques.
Le secteur de l'immobilier est réellement souffrant après la CADL qui accuse les promoteurs immobiliers et l'État de piller les terres. Voici les sociétés immobilières qui sortent et accusent l'État de vouloir supprimer leurs activités. L'installation le 21 avril dernier du comité interministériel de réflexion sur les mesures conservatoires d'urgence en matière de gestion foncière au Burkina Faso dérange les promoteurs immobiliers. Réunis ce vendredi au Palais de la Jeunesse Jean-Pierre Guingané, ces acteurs ont dénoncé un acharnement du gouvernement. Michael Toukré. Les promoteurs immobiliers et les propriétaires terriens montent au créneau. Ils se disent victimes d'un acharnement du gouvernement. Et cet acharnement est soutenu, selon Roger Nikema, par la dernière sortie médiatique du ministre Clément Sawadogo et de Benouene Sankara. Le ministre Clément Sawadogo affirme par voie de presse, je le cite, « Le territoire burkinabé est en train d'être dépecé, tel un mouton de Tabaski. Il renchérit. Il est temps d'arrêter ce désordre et nous allons l'arrêter. » Quant au ministre Benouende, il soutient, si on ne peut pas faire la chimiothérapie pour traiter le cancer, les médecins conseillent de couper la partie. Les objectifs de l'autorité sont connus. Discréditer les promoteurs immobiliers aux yeux de l'opinion nationale en leur rendant coupables de tous les maux qui minent le foncier au Burkina Faso. Pour ne pas arranger les choses, selon les promoteurs immobiliers et les propriétaires terriens, le 13 avril, 3 ministères, l'administration territoriale, le ministère en charge de l'habitat et celui de l'économie, créaient un comité de réflexion sur les mesures conservatoires d'urgence en matière de gestion foncière au Burkina Faso. Ce comité sera par la suite installé le 21 avril, dont les conclusions des travaux sont attendues dans 21 jours. Pendant que nous demandons le dialogue pour trouver des solutions idoines, on installe le comité à l'insu de nous, même si c'est le gouvernement qui prend ces décisions, nous sommes du privé, à partir du moment où nous sommes des acteurs du public, la logique voudrait quand même qu'on nous informe et qu'on cherche à ce que quand même nous soyons représentés parce qu'ils vont discuter des questions qui nous concernent. L'État a saisi la question criminalité foncière comme si c'est nous, promoteurs immobiliers, nous sommes à la base de la criminalité foncière au Burkina Faso. C'est ce que nous sommes en train de dénoncer. L'État ne dit pas à la population et que c'est les promoteurs immobiliers qui ont construit tous les cités, que ce soit les cités de l'indépendance, que ce soit Bassoko, c'est les promoteurs immobiliers qui ont construit en PPP pour aider l'État. Et nous avons proposé de construire 5 000 logements et de plonger un peu le passif. Mais aujourd'hui, on n'est pas écouté. Voilà le problème qui est là. Donc nous, ce qu'on reproche au gouvernement, c'est qu'on ne nous prend pas au sérieux et des gens sont assis. On nous dit que nous avons dépêché. Mais on connaît tout. Tout ce du ministre jusqu'au député, on connaît les terrains. Du ministre au député, on connaît où ils sont. 200 hectares, 100 hectares, 50 hectares. Même d'autres ministres sont en face de nous. On se connaît. Est-ce qu'ils ont l'autorisation? Au Burkina Faso, selon les statistiques, on compte plus de 200 sociétés immobilières. La question de la gestion foncière et de l'accaparement des terres sont de véritables défis pour le gouvernement. Et ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est une crise foncière puisque c'est un secteur qualifié par une certaine opinion d'une bombe sociale. Bobo Dioulasso n'est pas épargné de ces crises foncières. Au secteur 29, quartier Belleville, des habitants des non-lotis voient leurs parcelles également en danger. Pour ces derniers, seul le maire Sirima, déposé à la maison d'arrêt de collection de Bobo Dioulasso en février dernier, a la solution à leurs problèmes. Réunis hier donc, ils ont plaidé pour la libération de l'ancien maire Herman Sirima. Joseph Koudgou depuis Bobo Dioulasso. Les habitants de la zone non lotie du secteur 29 Belleville de Bobo Dioulasso montent une fois de plus au créneau. À travers cette conférence de presse, la coordination des associations des habitants des non lotis se disent préoccupés par la situation qui prévaut dans l'arrondissement 7 depuis l'arrestation de leur maire. Une marche pacifique de soutien au maire Sirima Saferba Herman avait été initiée pour le samedi 27 mars 2021. Pour des raisons de sécurité, des personnes ressources nous ont approchés et ont demandé la suspension, chose faite. Dès son arrivée, nous avons pu mettre en place un cadre de concertation entre le conseil de l'arrondissement 7 et les habitants des non-lotis qui nous a permis d'être à tous les niveaux de prise de décision pour la résolution de nos problèmes. Des différentes commissions d'appurement du passif, à la commission de suivi des parcelles mises à la disposition du conseil de l'arrondissement 7 par les immobiliers,
ou l'appurement du passif. Nous avons non seulement assisté à des délibérations de certains immobiliers nous concernant. Une rencontre tripartite a été tenue dans la salle de réunion du conseil régional avec les immobiliers se trouvant dans notre arrondissement pour que nous soyons rassurés de non seulement la disponibilité des parcelles à mettre à notre disposition, mais aussi de l'état d'avancement des travaux sur le terrain. Les conférenciers du jour affirment également être victimes de harcèlement de la part du huissier de justice. Dans ces derniers temps, nous constatons un harcèlement de notre huissier de justice autorisant certains attributaires de parcelles. Malgré les notes prises par la CNT et renouvelées par la délégation spéciale suspendant les nouvelles constructions dans ces zones dites à problème, en attendant que ces habitants soient dédommagés. Ces actes d'harcèlement constituent un danger grave et portera sans doute un frein à la cohésion sociale dans notre zone, car nous ne saurons où aller. Cette sortie médiatique était également une tribune pour les femmes du dit arrondissement de plaider leur cause auprès des autorités compétentes. Il y a des gens aujourd'hui qui viennent déposer du sable sur nos terrains et disent vouloir nous déguerpir pour construire. Nous sommes nombreux dans cette situation. Et ceux qui troublent notre quiétude nous disent clairement que comme Sirima n'est plus là pour nous protéger, ils feront ce qu'ils veulent. Nous vous supplions de libérer le maire Sirima. Le collectif se dit très indigné par la situation actuelle et réclame la libération du maire Herman Sirima, qui selon lui a la solution à son problème. En rappel, le maire Herman Sirima est accusé d'escroquerie, de délit d'apparence, d'acceptation de cadeaux indus et de blanchiment d'argent dans le cadre d'une affaire de vente de parcelles. Il a été arrêté avec 2 autres personnes en février dernier. Tout autre chose dans ce journal, ils sont tchadiens vivant au Burkina Faso et ils ont manifesté hier contre la gestion de la transition par la junte militaire dans leur pays d'origine. Devant leur ambassade au Burkina, ils ont dénoncé un acte anticonstitutionnel et invité le Conseil militaire de la transition à remettre le pouvoir à un gouvernement civil. Maxime Jean-Hugues Bambara. Peu importe leur mobilisation, l'essentiel pour ces ressortissants tchadiens vivant au Burkina Faso est de tenir cette marche pour transmettre leur message acquis des droits. Un message de contestation de la junte militaire qui a pris le pouvoir après le décès du président Idriss Déby Itno et auquel l'ambassade du Tchad au Burkina Faso se montre réfractaire. Conséquence, c'est à quelques 100 mètres de l'ambassade que les marcheurs, stoppés par des éléments de la gendarmerie, vont livrer leur message à la presse sans aucun représentant des autorités tchadiennes sur place. Il y a un des membres qui est venu pour déposer la demande et il a eu un entretien verbal avec le chargé des affaires, qui lui a fait savoir que de toutes les façons, même si la demande est déposée, ils ne vont pas l'accepter parce que c'est des mouvements qui vont à l'encontre, ça va à l'encontre de leur façon de faire, donc du régime, donc ils ne vont pas accepter. Alors, on ne peut pas faire autrement. Nous sommes venus tout simplement pour livrer le message. C'est ce message. Et nous avons demandé qu'il y ait un représentant à qui nous devons remettre le message tout simplement. Ils nous ont dit que non, les responsables disent qu'ils ne sont pas au courant. Donc ils ne sont pas là. Par contre, ils ne vont pas nous laisser avancer. Et par contre, on peut se limiter là et mener notre action et puis repartir. Regroupés en association dénommée Collectif de Tchadiens Indiens, ces manifestants expriment leur solidarité à leurs compatriotes vivant au Tchad à travers cette marche pacifique. Les maîtres mots restent non à une transition militaire, non à la monarchie et non à la répression. Nous, membres du collectif de Tchadiens Indiens résidant au Burkina Faso, condamnons la prise du pouvoir par des voies antidémocratiques et anticonstitutionnelles et réitérons notre appel à une transition purement civile et l'organisation dans les brefs délais des assises nationales inclusives. Aussi appelons-nous à l'arrêt immédiat de répression et assassinat des manifestants, condamnant la prise du pouvoir par une clique de militaires dont le dessein est d'assurer la continuité du système funeste du régime sanguinaire et incompétent du MPS. Selon le collectif de Tchadiens Indiens, la prise du pouvoir par ceux qu'ils qualifient de putschistes
bouleverse l'ordre constitutionnel selon lequel c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit diriger la transition pour une durée de 90 jours, sanctionné par l'organisation des élections libres et transparentes. Idriss Déby père disparaît et c'est un autre Déby fils qui est mis à la place et je trouve que c'est complètement inacceptable. Le président Thomas Sankara a dit « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Mais nous, Tchadiens, j'aimerais dire « La patrie et la vie, nous vaincrons ». Parce que de la même manière que le Tchad a survécu au défunt Idriss Déby, eh bien le Tchad et les Tchadiens survivront au clan Déby, et à tout le système mafieux corrompu mis en place depuis plus de 30 ans et qui a mis le pays complètement par terre et à genoux. La junte au pouvoir, dégage! Les manifestants appellent donc le président du Conseil militaire de transition à remettre le pouvoir à un gouvernement civil afin de préserver la paix sociale et le vivre ensemble au Tchad. Le collectif appelle par ailleurs la communauté internationale et particulièrement la France à cesser tout soutien à la junte militaire et à prendre des mesures nécessaires pour permettre une transition apaisée et inclusive. Après 20 ans de présence en Afghanistan, un pays toujours en proie aux violences, l'OTAN a commencé jeudi le retrait des contingents de sa mission Resolute Support. Le président américain Joe Biden a estimé que l'objectif de la mission a été rempli et a prévu la fin du retrait des troupes américaines pour le 11 septembre. Une date symbole car les Américains et l'OTAN sont intervenus contre Al-Qaïda dans ce pays après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Ils seront restés 20 ans en Afghanistan. Les contingents de l'OTAN commencent à se retirer peu à peu de ce pays, toujours en proie aux violences. Un retrait ordonné, coordonné et délibéré, pendant lequel la sécurité des troupes sera une priorité absolue. 5 pays se sont massivement engagés en Afghanistan. Les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et la Turquie. Ces 5 pays ont déployé 6 000 militaires dans l'opération Resolute Support, une mission de formation des forces afghanes. L'objectif était de leur permettre d'assurer la sécurité de leur pays après le départ des forces étrangères. On a appris de nouvelles méthodes de nos formateurs étrangers et nous utiliserons ces tactiques de guerre dans nos futures opérations pour les prochains combats. Pour le président américain Joe Biden, l'objectif de la mission a été rempli. Il a prévu la fin du retrait des troupes américaines pour le 11 septembre, une date symbolique car les Américains et l'OTAN sont intervenus contre Al-Qaïda dans ce pays après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Depuis l'annonce de la fin de la mission de l'OTAN, les talibans multiplient les attaques meurtrières contre des policiers et des militaires afghans. De nombreux analystes considèrent que ce retrait des forces de l'Alliance pourrait plonger l'Afghanistan dans une nouvelle guerre civile ou permettre le retour au pouvoir des talibans qui en avaient été chassés fin 2001. Voilà, c'était l'essentiel de l'information. Je vous souhaite une excellente journée internationale du travail. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Bon week-end. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.